Et ça y est, nous revoilà en ligne avec Jean-François en direct du Brésil pour les élections présidentielles. Salut Jean-François, Salut à merci tous. de t'avoir enfin pu trouver. Il y a moyen de te connecter avec le téléphone et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Ouais, ouais, il y a beaucoup de Jean-François, batterie malheureusement. Alors là, si super. vous voulez, on est place de la République à Belém, on est en Amazonie, on est à l'embouchure de l'Amazone. Alors vous voyez là c'est la statue de la République. Et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir sur les immeubles les Si, petits drapeaux brésiliens. C'est les soutiens oui, de Bolsonaro qui ont mis le drapeau brésilien et qui se sont accaparés le symbole national. Voilà. Et là, on est devant le théâtre de Paz, le théâtre de la paix, qui est un théâtre à l'italienne qui a été fait dans les années 20 ici en Amazonie, à l'époque de l'EVA, du caoutchouc. Voilà. Et là, on est dans une place où il y a une foire artisanale tous les dimanches. Et c'est un lieu ouais, politique, évidemment, le dimanche, et en plein milieu des élections. Vous voyez, là, vous avez un stand de Lula avec les casquettes, avec les drapeaux et tout. Et en ce moment, il y a une grande manifestation de Bolsonaro. Attendez que je vous montre ça. Bolsonaro a choisi évidemment le vert et le jaune comme couleur pour encore s'accaparer les symboles nationaux. Selon eux, les communistes sont les actifs pour les actifs de la nation. Et voilà, vous avez des voitures fonds, je ne sais pas si vous les pas chaque candidat aussi a un numéro électoral. Alors Bolsonaro, c'est le numéro 22 et Lula, c'est le numéro 13. ok. Comme il y a sur ma t-shirt. Et voilà. Et donc on est à une semaine des élections, c'est très tendu parce que Bolsonaro a fait beaucoup plus que prévu au premier tour. Il y a évidemment 6 millions encore de différence au premier tour entre Lula et Bolsonaro. Donc Lula est disons, bien placé, mais en même temps, il y a tellement d'achats de votes. Et comme il y a eu 4 semaines entre les deux tours, on a peur que Bolsonaro arrive à refaire la différence. Et donc, on est tous les jours dans la rue, on va dans les favelles, dans les quartiers populaires, dans les lieux, dans les grands carrefours de la ville pour essayer de dire aux gens de voter Lula pour sauver la démocratie brésilienne, sauver le pays. Donc voilà, Comment, vous voyez, c'est une ambiance un peu... assez festive. Est-ce que tu... Ouais, Attends, arrête-toi s'il te plaît 30 secondes pour nous parler. Comment toi tu ouais. positionnes en tant que Français de l'étranger à l'heure actuelle entre Lula et Bolsonaro? Comment ça se passe pour les Français de l'étranger actuellement? Ben, les Français de l'étranger, tu sais, le personnel consulaire nous dit tout le temps de rester sur nos gardes, etc., de pas trop. D'ailleurs, dans la fiche pays, il y a la recommandation de ne pas se mêler aux manifestations politiques pour pas y avoir de problèmes, etc., etc. Nous, tu sais, moi, ça fait 20 ans que j'habite au Brésil, donc c'est un peu aussi ma maison, et donc je ne peux pas rester neutre vis-à-vis de ce qui se passe, d'autant plus que vraiment, c'est une question... la élection Bolsonaro contre Lula, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour pas mal de gens. On l'a vu pendant la pandémie. Si Bolsonaro n'avait pas été président, il y aurait eu sûrement la moitié de morts de ce qu'il y a eu. On est arrivé à plus de 600 000 morts pendant la pandémie parce que Bolsonaro appelait cette pandémie une petite grippe. Pousser tout le monde à aller au boulot malgré la pandémie. On n'a jamais soutenu le confinement, par exemple, tous ces choses-là. Et puis, il n'en a rien à foutre du peuple. Il le laisse crever de faim en faisant un modèle économique qui fait tout vers l'exportation et qui, en fait que l'inflation est galopante, d'autant plus en ce moment avec la guerre en Ukraine et d'autres problèmes internationaux. Tu peux dire Donc, que il y a beaucoup de Français qui sont Bolsonaro dans la a rue un bilan économique et un bilan de ouais, santé. Salut, salut à toi. ça, Alors, c'est mon il a un bilan épouse. de santé et économique plutôt Ouais. désastreux, non? C'est ce qu'il en disait, Lula. Ben oui, enfin, le bilan économique, il est mitigé, c'est-à-dire que pour les grands exportateurs, il est extraordinaire. Pour les banquiers, il est extraordinaire. Maintenant, pour le peuple, c'est une catastrophe totale.
une catastrophe totale. Les gens, ils ont du mal à manger. Écoute, on a l'impression de retrouver le Brésil des années 80, quand le Brésil était encore le tiers-monde, etc. Alors qu'on avait l'impression, sous Lula, que le Brésil allait vraiment devenir la 6e puissance mondiale, un grand marché de consommateurs. Et évidemment, il y a eu une attaque du dollar, il y a eu une attaque de l'offert sur le Brésil pour changer tout ça, pour changer le gouvernement. C'était l'impeachment de Dilma en 2016 et ensuite l'élection de Bolsonaro en 2018, qui a été largement due à l'emprisonnement de Lula pour un procès politique complet qu'il a eu. Donc c'est très compliqué. Depuis 2016, on est en situation d'état d'exception au Brésil. Et les pauvres, maintenant, ils reviennent au feu rouge pour mendier, etc. Ils font des queues pour aller chercher des os de poulet qui sont laissés par les restaurants. Des choses qu'on ne voyait pas depuis les années 80 et qui maintenant reviennent. Vraiment, la situation des pauvres est incroyable. Pour donner un exemple, par exemple, la bouteille de gaz pour pouvoir faire la cuisine, au moment de l'élection de Bolsonaro, elle est passée de 40 à 50 réaux brésiliens. Aujourd'hui, on paye une bouteille de gaz 110 réaux brésiliens. Donc, tu vois, ils ont vraiment des difficultés. C'est comme si les pauvres avaient perdu 80% de leur pouvoir d'achat en 5 ou 7 ans. Donc, c'est une situation sociale absolument affreuse. Lula donc fait face à Bolsonaro qui actuellement utilise tous les moyens, je dirais médiatiques, mais aussi politiques, avec on pourrait dire les oligarques brésiliens pour appuyer dans le sens corruption, inégalité. C'est un peu difficile d'en parler avec tout le bruit, mais qu'est-ce que répond le camp Lula en fait, par rapport à ça? C'est un peu la question du chat par rapport à la corruption. Par rapport aux accusations de corruption de Lula, c'est ça que tu veux dire? Oui, aux accusations. Alors, ces accusations, c'était clairement un procès politique. Hein. Il y a eu évidemment une organisation de corruption à l'entreprise Petrobras, mais qui était la continuation de ce que la droite avait fait avant que Lula arrive au pouvoir. Et en fait, ils ont pris cette petite organisation de corruption pour essayer de détruire complètement Petrobras parce qu'ils avaient découvert un grand champ pétrolifère offshore qui faisait que c'était la seconde réserve de pétrole de l'Amérique latine après le Venezuela. Donc il y a eu un assaut des États-Unis avec le pouvoir judiciaire pour pouvoir faire que ce champ pétrolifère revienne aux pays centraux du capitalisme. Moi, je me rappelle très bien avoir discuté avec les conseillers économiques de l'ambassade qui me disaient mais ces champs pétrolifères, c'est pas rentable, donc Total ne va pas investir. Mais juste après l'attaque du dollar sur le Brésil, juste après la stabilité politique qui s'est créée au Brésil, Total a racheté une partie du champ pétrolifère. Donc, ça ne doit pas être si mauvais que ça, le champ pétrolifère. Et donc, en fait, Lula est innocenté de tous les chefs d'accusation personnels qu'il avait d'enrichissement. Les gens qui avaient organisé l'organisation de corruption à Petrobras ont tous été arrêtés et mis en prison. Mais il est resté donc une réputation pour Lula d'être un voleur, d'être un corrompu, etc., etc. Alors que de l'autre côté, on a des preuves que Bolsonaro, par exemple, la famille Bolsonaro a acheté 51 immeubles avec de l'argent liquide. Et là, il n'y a aucune enquête qui se fait. Et donc, il y a une très, très grande hypocrisie sur ces phénomènes-là. D'accord. Est-ce que tu veux faire intervenir, qu'on puisse poser la question à l'un des amis? On va aller voir des militants. Tu nous feras la traduction, on va profiter d'un moment. Et pour te dire, actuellement, à Genève, il y a un comité de soutien, j'en profite pour en parler et le partager, peut-être que l'ami va pouvoir se connecter. Mais actuellement, il y a un comité de soutien à Genève et bien sûr partout dans le monde pour soutenir la candidature de Lula. Et ils sont actuellement actifs pour promouvoir justement le vote de tous les Brésiliens hors du Brésil.
et de nouer des nouvelles amitiés, tant locales que nationales qu'internationales. Bien le bonjour. Quelle est sa Oui, motivation? Alors, tu peux traduire, quelle est sa motivation pour ces élections présidentielles à quelques jours? Comment il se sent? ele tem uma pergunta para o senhor. Ce monsieur, il s'appelle Kameta et il vend Kenetta? des bières et des boissons sur la place. Il va vous répondre. Je vais lui poser la question et Et il va vous voilà, répondre. ses activités, qu'est-ce qu'il fait pour Lula? Duas frases, o senhor traduz e aí o senhor continua. Como que o senhor vê as eleições e o que está em jogo nessas eleições? Ó, meu amigo, eu vejo que está em jogo essa eleição daqui do nosso estado, do Brasil, tá pobre contra rico, entendeu? En fait, cette élection, ce qui est en jeu, c'est vraiment une guerre entre pauvres et entre riches. Porque o Bolsonaro deu R$ 600, mas o quilo do feijão e do arroz foi para R$ 20, R$ 100 o quilo do arroz, e o pobre está passando fome realmente porque eu sou um pobre. É obrigado batalhar para ver se coloco comida no prato dos meus filhos lá em casa, entendeu? Passando um momento difícil. Mesmo recebendo R$ 600. Bolsonaro a été obligé pendant la pandémie de prévoir une assistance sociale de 600 reaux, c'est-à-dire 40% d'un salaire minimum, en fait, pour les pauvres. Mais il dit ça ne sert à rien parce que comme tout augmente, eh ben, les pauvres, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas acheter le kilo de riz, c'est multiplié par 5, etc. Et donc, c'est très, très difficile. Tu as une question? On va continuer un petit peu, tu peux le remercier beaucoup et puis on le souhaite plein de Merci. succès en tout cas pour Obrigado. sa journée de travail et d'engagement en tout cas. Super. Ouais. Oui, c'est une situation absolument affreuse, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui sont dans la même situation que ce petit monsieur-là, qui votent Bolsonaro pour les fake news qu'ils reçoivent par les pasteurs des églises évangélistes. Par exemple, un des grands arguments, c'est Lula va obliger les églises évangélistes à mettre des homosexuels. Lula va libérer l'avortement pour tout le monde, etc. Et donc, ça va être une grande méthode contraceptive au Brésil. Lula veut imposer des toilettes unisexes tout, c'est-à-dire que les femmes seront obligées d'aller dans les mêmes toilettes que les hommes. Enfin bon, c'est la confusion des genres, c'est un gros argument de Bolsonaro contre Lula, plein de fake news. Et tu disais qu'il manquait environ 6 millions de voix, mais est-ce qu'on va être vraiment très short sur ce deuxième tour Bolsonaro-Lula? Ou tu penses que vraiment Lula va pouvoir se dépasser? Moi, je suis très, très inquiet. Le deuxième cercle de vote. Allô? Ouais, tu m'as entendu? Tu me reçois? Est-ce que Lula va pouvoir élargir son deuxième cercle et troisième cercle de vote, du coup, pour gagner et passer mais en fait, au-dessus de ces 50%? En fait, ce qu'on veut, c'est... Tu me reçois? Oui, je te reçois. Tu peux parler, vas-y. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est un truc qu'on ne peut pas se rendre compte, dont on ne peut pas se rendre compte en France. En tant que président, dans les derniers mois, Bolsonaro a distribué l'équivalent de 10 milliards d'euros aux députés pour qu'ils fassent campagne. Dans un budget secret où ils n'avaient pas besoin de dire ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Tu vois. Donc, évidemment, ça a permis à toute la base de Bolsonaro de pouvoir acheter des votes. Et comme on est en situation de pénurie complète chez les pauvres, vendre son vote, c'est intéressant. Tu vois. Et donc, et comme Bolsonaro a fait 10% de plus que les sondages le donnaient, et Lula a fait 3% de moins, on est très inquiet que cette dynamique du premier tour continue au second tour. Parce que même si Lula a été devant avec 6 millions, on a l'impression que le gagnant du premier tour, c'est Bolsonaro. Tellement il a augmenté ses votes en fait par rapport aux enquêtes d'opinion. Et donc,
on est très très inquiets. Tous les militants ici, ils vont dans les quartiers tous les jours. Ils sont vraiment sur le grill, etc. pour aller changer des votes. On appelle ça le vira-vote, c'est-à-dire changer les votes. Et ça, c'est des opérations qui sont faites tous les jours. Aujourd'hui, donc ces places de la République pour faire résistance à cette manifestation de Bolsonaro. Cet après-midi, ce sera dans un quartier populaire où on va mobiliser les écoles de samba pour faire campagne pour Lula. Il y avait un grand défilé de voitures ce matin dans toute la ville avec les couleurs de Lula. Et ce qui est marrant, c'est que les gens votent surtout comme si c'était un match de football. C'est-à-dire les indécis, ils veulent être du côté du vainqueur. Donc il faut donner l'impression que Lula va gagner pour que les indécis, à la dernière minute, se décident pour Lula pour faire la fête avec les autres le dimanche 30 octobre. Donc c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc tu penses que c'est largement, enfin c'est gagnable au final, que tant que vous faites les mobilisations dans les quartiers populaires, devant les écoles, devant les entreprises, devant les différents services publics postaux de santé, il y a encore de l'espoir. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, bien sûr, on n'est pas battu. On est même plutôt, c'est plutôt Bolsonaro qui est le challenger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme on ne sait pas combien d'argent il va pouvoir mobiliser entre les deux tours, et comme il y a 4 semaines de différence entre les deux tours, et ben là, on est déjà avec des enquêtes d'opinion qui donnent une différence seulement de 4 points. C'est-à-dire il manque 2 points à Bolsonaro pour passer devant. Donc on est très très inquiet. Il y a encore une semaine, une longue semaine, qui va être une semaine de militantisme très très actif, où tout le monde qui est militant va être dans la rue. Tous les démocrates seront dans la rue pour essayer de défendre ça, parce qu'on sait très bien que si Bolsonaro reste encore 4 ans, il va détruire complètement ce pays. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une fraude électorale l'achat de vote, c'est de la fraude électorale. Ouais. Maintenant, c'est très très difficile de frauder le système électoral brésilien à sa source, parce que ce sont des urnes électroniques. Et ces urnes électroniques, elles sont très très contrôlées. C'est pour ça que Bolsonaro, d'ailleurs, voulait repasser au vote papier. Mais en revanche, les achats de vote continuent à tire-larigot. Donc, on est très très inquiet, je te dis, de tout ce qui se passe. Ils font toutes les choses, de toute façon, ils font tout en sous-main et tout ça. Et on sait qu'ils ont une grosse machine de guerre. Ils sont beaucoup plus riches, évidemment, que la gauche. Et vraiment, si Lula passe, ce sera vraiment une énorme victoire populaire. Je crois qu'on a perdu la connexion, peut-être à cause de sa batterie. Il nous manquait. Bon, bah, c'était très très intéressant. Et Jean-François, est-ce que tu es encore là ou... Ah, oui, Jean-François, tu es encore là? Est-ce que tu n'as plus de batterie ou est-ce que tu n'as plus de connexion? Nous avons perdu Jean-François, malheureusement. Il a un peu détaillé, du coup, pour terminer ce stream, s'il n'arrive pas à se reconnecter entre-temps, la phase des élections au Brésil, tant d'un point de vue de la mobilisation devant les différents services, des services publics, des entreprises, des syndicalistes mobilisés. Donc, on va espérer pouvoir soit qu'ils se reconnectent. Voilà, là, il est en train de se reconnecter. Ça y est, j'ai eu peur de te perdre, Jean-François. C'est bon? C'est la connexion qui n'était pas bonne? Ouais, sûrement la connexion. Donc voilà, vous voyez là, les rouges sont revenus un peu. Il y a un peu plus de rouge sur la place. Voilà. Effectivement. Bon, on croise les doigts, les amis, et puis on refera une petite émission comme je vous donne des nouvelles prochainement. Ouais. Si on peut savoir la semaine prochaine, j'espère, soit le vendredi, soit le samedi, tu me diras à ce moment-là si tu es disponible pour faire un repoint le jour d'avant. Ouais, d'accord. Ça marche. On vous souhaite plein de succès, plein de mobilisation. Ça marche. Comptez sur moi. Lâchez pas l'affaire en tout cas, et tous les soutiens du monde sont vers vous en tout cas, avec plaisir. Salut Jean-François. Merci. Bonne journée à toi. Merci. On fait le job ici, ne vous inquiétez pas. Ça joue. Ciao.
Merci d'avoir suivi ce stream en live depuis la Thaïlande dans un premier temps et puis du Brésil actuellement. Et puis, différentes mobilisations sont en cours au niveau international. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé et à suivre tous les dimanches à partir de 15h les lives sur Twitch de la LFI NUPES Mondiale. Abonnez-vous, tenez-vous informés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que des émissions prennent forme sur différents thèmes, que ce soit dans votre pays ou ailleurs, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. C'est toujours assez intéressant et important. Bonne soirée à vous, un bon dimanche et un bon repos à vous, ou si vous travaillez. À très bientôt, je vous laisse ce stream.